Bonjour à tous et bon après-midi. Bienvenue à ce webinaire de MS Solutions sur le pouvoir de l'intelligence d'affaires pour votre organisation. Mon nom est Marie-Ève Ducharme et je suis très enchantée d'être avec vous cet après-midi pour ce webinaire qui va vous donner des outils pour pouvoir implanter l'intelligence d'affaires dans votre organisation. Donc, avec nous aujourd'hui, on a deux participants. On a Isabelle Atterreur qui est avec nous de chez Mallette, directrice service conseil. Bonjour Isabelle. Bonjour, moi c'est ça, je suis chez Mallette depuis septembre dernier. Je suis en charge de mandats de sélection, d'implantation de systèmes d'information, puis aussi de solutions en intelligence d'affaires. Auparavant, j'ai travaillé dans le secteur manufacturier, principalement en comptabilité de gestion, puis aussi sur des projets d'amélioration, d'implantation de systèmes d'information. Merci Isabelle. On a également Stéphane de chez MS Solutions qui est avec nous. Bonjour mesdames, bonjour à tous. Donc oui, je suis responsable chez MS Solutions de l'équipe de développement accompagnement Microsoft 365. On le répète, pour nous le développement, c'est autant le développement humain, de vos méthodes de travail et de vos bonnes pratiques. Donc dans les bonnes pratiques, on a Power BI, on a une spécialité en Power BI pour vous accompagner en collaboration avec Mallette, dans une implantation réussie. Merci Stéphane. Donc, tu viens bien de le dire. Pour ceux qui se demandent, mais pourquoi on a des collègues de chez Mallette avec nous aujourd'hui, c'est que vous allez le voir, le Power BI, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est ce qu'on va vous démontrer aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, on veut vous montrer des exemples concrets. On veut vous outiller pour pouvoir démarrer un projet de Power BI au sein de votre organisation. Donc, on y va dans le concret. Et des petits messages avant d'aller plus loin. Vous avez peut-être vu pour nos habitués que la fenêtre de clavardage ou de questions et réponses ne semble pas fonctionner aujourd'hui. On a un petit pépin technique, mais on est là quand même. Vous allez voir dans le bas de chacune des diapositives mon adresse courriel qui est là. Si jamais vous voulez nous adresser des questions, vous n'hésitez surtout pas. On ne veut pas que ça vous freine. Et donc, me.ducharme@commercial mssolutions au pluriel.ca. Dans nos petits messages habituels également, dans la fenêtre de questions et réponses, on vous dit que si un appel vous interrompt ou si quelqu'un vient dans votre bureau, vous pouvez mettre sur pause le webinaire d'aujourd'hui et le continuer après votre conversation. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Puis, si jamais vous avez des petits enjeux de connexion, là, n'hésitez pas à quitter puis à vous rebrancher. Souvent, ça règle tout. Donc, sans plus tarder, on y va un peu avec l'horaire du jour. Aujourd'hui, on va vous parler de qu'est-ce que l'intelligence d'affaires. Vous savez, on a l'habitude de toujours revenir sur les bases pour parler tous le même langage. Ensuite, pourquoi l'intelligence d'affaires? C'est quoi les avantages pour votre organisation? On va y aller directement ensuite dans les 4 grandes étapes sur comment implanter l'intelligence d'affaires. On va vous parler des ressources impliquées, puis bien sûr, à la fin, questions-réponses. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à m'envoyer vos questions. Alors, sans plus tarder, on passe au vif du sujet avec Stéphane qui va nous résumer qu'est-ce qu'est l'intelligence d'affaires. Merci Marie-Ève. Donc, l'intelligence d'affaires, aussi appelée informatique décisionnelle, et de plus, c'est une science. C'est une science de prise de décision sur les données que l'on détient. On le sait maintenant, la donnée, c'est le nouvel or noir. On va faire un parallèle avec le pétrole. Donc, on a des données souvent à l'état brut. On va vouloir les exploiter, les raffiner et en tirer un produit qui est utilisable, avec lequel on va pouvoir prendre des meilleures décisions. Donc, cette science, ce n'est pas seulement de prendre les données brutes, mais de pouvoir connecter les données brutes, les mettre en relation avec d'autres données qui peuvent venir des fois de nos clients, des fois de notre production ou même des données qui viennent de sources libres. Il y a le open data qui est maintenant de plus en plus populaire, pour exemple, avoir des données démographiques sur des régions. Donc, les entreprises ont de plus en plus accès à des sources de données. Le défi devient de les exploiter, de bien les exploiter pour en prendre des décisions qui ont une valeur pour vous, pour votre entreprise. Donc, c'est ce que l'intelligence d'affaires va permettre. La façon qu'une fois qu'on a le chemin de la donnée, on l'a raffiné et on l'a amené vers une méthode utilisable, ce n'est pas, oui, on va parler, je vais passer la parole à Isabelle pour parler de tableau de bord, mais il faut s'enlever de la tête les vieux rapports d'antan. On va vraiment parler de données dynamiques qui bougent et qui sont plus proches de la réalité. N'est-ce pas, Isabelle? Oui, effectivement. Donc, on va vous présenter quelques exemples de tableaux de bord. Là, on va naviguer à travers quelques exemples, mais en fait,
grosso modo, un tableau de bord, ça se veut un outil de gestion résultant justement de la cueillette et de l'organisation des informations. Puis, ça va présenter les résultats de l'entreprise sous forme d'indicateurs pour l'ensemble de ses activités. Donc, ce qu'on recherche à obtenir idéalement, c'est d'avoir un tableau de bord équilibré. Donc, il va présenter autant des indicateurs financiers que des indicateurs sur ses processus, la stratégie de l'entreprise, puis aussi qui vont toucher tous les départements. Hey, super, merci Isabelle. Si on y va plus en profondeur maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu des avantages d'opter pour une approche ou une pratique en intelligence d'affaires? Oui, donc c'est ça, il n'y a pas si longtemps, effectivement, les décisions étaient davantage basées sur l'intuition, l'expérience. Bien que ces deux éléments-là soient pertinents, il n'en reste pas moins que la bonne gestion de l'information, l'implantation d'une solution d'intelligence d'affaires va nous permettre de mieux appuyer nos décisions, puis aussi de les mesurer. Donc, aussi, ça va nous permettre d'aller chercher une meilleure connaissance de notre organisation, puis de la faire avancer grandement. Également, une des raisons aussi, c'est parce qu'on veut parler des mêmes chiffres. Donc, au lieu que chaque personne effectue ses analyses de son côté, puis que des fois, on arrive en réunion, puis on n'a pas nécessairement le même résultat. Donc, l'idée, c'est de centraliser les informations et puis de partager des indicateurs communs qui fait en sorte qu'on a la même information. Un autre point, c'est qu'on veut cibler les améliorations priorisées puis établir des plans d'action concrets pour améliorer finalement notre entreprise. Et aussi, ce qu'on veut, c'est des données à jour, donc pas juste des données qui vont être disponibles à la fin du mois. Donc, on sait qu'il y a combien d'entreprises, là, peut-être que même encore ou auparavant, analysaient, disons, exemple, leurs données de production en même temps que leurs données de fin de mois. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir, au lieu des données statiques, de virer vers des données dynamiques en temps réel là, pour nous permettre de prendre des décisions en temps réel aussi. Super, merci Isabelle. Je pense que c'est assez clair que l'intelligence d'affaires, ça va être une valeur ajoutée pour la grande majorité des organisations dans le futur, et voire même toutes les organisations. Donc, on va y aller directement maintenant. On va commencer à parler de nos 4 grandes étapes de l'intelligence d'affaires. Puis vous allez voir, on va vous faire des parallèles tout au long de la présentation avec un tableau de bord qui est désormais assez connu, qui est le tableau de bord de la performance du réseau de la santé. Il y a quelques semaines, on a présenté, on étant pas moi du tout, là, excusez, mais Christian Dubé, le ministre de la Santé, a présenté un tout nouveau tableau de bord aux médias. Puis nous, honnêtement, ça nous a fait triper parce qu'on pense que des tableaux de bord comme ça, dans le secteur de la santé, vont aider à prendre des meilleures décisions de gestion. Il l'avait fait, le ministre Dubé, quand il est arrivé en poste avec les tableaux de bord de la COVID qui ont aidé à prendre certaines décisions. Et donc, c'est un exemple très, très, très concret qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire des parallèles. Alors, Isabelle, qui va commencer à nous parler de la première étape, peux-tu nous parler un petit peu des objectifs ciblés, puis du processus derrière tout ça? Oui, mais en fait, c'est qu'au départ, il faut savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut mesurer. C'est important de prendre le temps nécessaire puis de se poser les bonnes questions pour effectuer cette étape-là. Donc, il faut identifier des objectifs stratégiques, mais aussi opérationnels. Puis, ce qu'on conseille, c'est le plus possible d'impliquer des employés à tous les niveaux. Donc, en fait, c'est parce qu'on ne veut pas en faire un projet seulement de direction, mais on veut en faire un projet d'organisation. Dans un deuxième temps, donc, un coup qu'on a justement identifié nos objectifs, donc, de l'autre côté, on va identifier des indicateurs en lien avec ces objectifs-là. Mais il faut juste faire attention de ne pas non plus de se lancer dans un trop gros chantier. Donc, il faut vraiment prioriser les indicateurs qu'on veut mettre en place. Ensuite, on veut savoir où on s'en va, puis qu'est-ce qu'on a amélioré. Donc, pour ça, l'idéal, c'est d'établir des cibles. Puis, quand on établit nos cibles, il ne faut pas avoir peur nécessairement de montrer qu'on est loin à l'heure actuelle des cibles, même si quand même ils doivent être atteignables, là, bien sûr, lorsqu'on va les établir. Fait qu'on a justement quand même, Marie-Ève, tu parlais du tableau de bord du gouvernement. On a quand même un bon exemple parce qu'il y a quand même beaucoup de rouge déjà, mais c'est effectivement ce qu'on veut montrer parce qu'en fait, pas qu'on veut montrer qu'on est dans le rouge, mais en fait, on veut montrer qu'on est là pour s'améliorer, puis on veut voir l'évolution, la progression là, de nos résultats, de nos différents résultats.
Parfait, merci Isabelle. Puis on voit dans le bas taux de satisfaction à venir. Puis quand vous naviguez dans les onglets, c'est des choses qu'on voit aussi à venir. Ça n'a pas besoin, je comprends, d'être parfait à la base, n'est-ce pas? Non, c'est ça. C'est quand on dit d'y aller par étapes, fait que chaque petit pas compte. Donc, du moment qu'on a une portion d'indicateurs disponibles établis, il faut publier au fur et à mesure là, de notre implantation. Super. Alors, continuons avec la deuxième étape qui est l'analyse et la modélisation. Donc, après avoir complété la première étape, puis avant de se lancer dans l'outil, ce qu'on veut, c'est bien documenter les indicateurs puis valider la qualité de l'information qui vont servir à ces indicateurs. Donc, chez Mallette, ce qu'on propose, c'est d'utiliser un fichier Excel qui va cumuler l'ensemble des informations, donc la description de l'indicateur, à qui il est destiné, quelle information on veut combler, quel besoin d'information on veut combler avec cet indicateur-là, qui est le propriétaire, c'est quoi le processus de collecte de données, la qualité de la donnée, les risques liés à la non-qualité. Donc, ça fait beaucoup d'informations, mais chacune de ces informations-là va être utile pour confirmer la pertinence et la fiabilité des indicateurs qu'on a identifiés. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'indicateur, Isabelle? Puis si tu veux, on peut retourner au tableau de bord de la santé. C'est quoi un indicateur exactement? Un indicateur, en fait, c'est un élément qui va mesurer un objectif. Fait que, ce qui va nous permettre d'avoir le résultat lié à cet objectif-là, à cette mesure-là. Donc, si on prend le premier, donc c'est ça. Il y a différentes unités de mesure, fait qu'on peut être en pourcentage, en nombre, puis aussi, il y a des différentes visualisations qui sont possibles. Puis c'est ça, fait que Donc, à titre d'exemple, si on regarde le tableau de bord de la santé, on peut avoir un indicateur qui est l'inscription à un médecin de famille. À titre d'exemple. Ouais, ça va être un indicateur. Chaque donnée, effectivement, est un indicateur. OK, parfait. Donc, c'est ça qu'on doit déterminer en entreprise. C'est quels indicateurs-là on va aller obtenir. Effectivement. Super. Merci beaucoup. Alors maintenant, on passe à l'étape gouvernance et sécurité. Stéphane a été bien sage. On a l'habitude de l'entendre jaser plus que ça, bien silencieux. Donc, vas-y Stéphane, on t'écoute sur gouvernance et sécurité. Merci. Je vais quand même te faire revenir à la page précédente, juste pour expliquer aux gens un peu la relation, la frontière entre la collaboration de Mallette et MS Solutions. Donc, la modélisation est une étape importante. On vous a mis justement un indicateur d'effort dans le bas de chacune des pages. Donc, on parle d'indicateurs, on reste dans notre thématique. On voit que cette étape est celle qui va consommer le plus d'efforts. Souvent, on veut voir tout de suite le résultat, mais le résultat va être tributaire des efforts qu'on va mettre. Donc, la qualité du résultat, l'indicateur, le visuel, va être tributaire des efforts qu'on va mettre ici. Comment qu'on va modéliser nos données? Est-ce que nos données sont adéquates de qualité? Isabelle l'a mentionné, on veut idéalement une seule version de la vérité. On ne veut pas plusieurs personnes qui ont des versions différentes. Donc, la modélisation, c'est l'emplacement ou l'étape où on va travailler en collaboration. Il y a des éléments qui vont se faire du côté de Mallette. Il y a d'autres éléments peut-être plus techniques au niveau de peut-être de formules DAX ou autres dans Power BI qui peuvent se traiter de notre côté ou du côté de l'extraction de données. Donc, c'est ici qu'on décide comment la donnée va être modélisée. Donc, comment on va faire notre modèle pour que cette donnée-là soit consommable et présentable sur un indicateur. Étape 3, parlons de gouvernance. Oui, ton sujet préféré, Stéphane. Présentement, c'est dans mes sujets préférés, effectivement. Donc, on intervient beaucoup dans le contrôle, la gouvernance, la connectivité, la sécurité. On imagine les indicateurs du ministère de la Santé. Je ne crois pas que n'importe qui peut décider demain matin de créer un nouvel indicateur puis de publier ça en ligne. Sûrement pas. Je ne crois pas non plus que quelqu'un demain matin va décider de changer la façon qu'il mesure son nombre de lits disponibles. Donc, ces éléments-là, ce sont des éléments de gouvernance. L'entreprise doit se donner des règles. Qui est responsable? Qui doit contrôler? Qui peut générer des rapports? Qui va faire un peu l'assurance qualité? Va accepter qu'un indicateur est celui qu'on désire. Donc,
La gouvernance vient encadrer ces règles-là. Au niveau des individus qui vont utiliser l'outil Power BI, donc on aide à structurer l'environnement Power BI parce que c'est un environnement assez vaste et il y a plusieurs options. On n'est pas obligé d'utiliser toutes les options et certaines options sont peut-être plus dangereuses à laisser ouvertes. Donc, on va décider avec l'entreprise, est-ce qu'on utilise, quelle option on va conserver, qu'est-ce qu'on va permettre de faire à nos utilisateurs et qui pourra le faire. Certaines options vont être ouvertes à tous, d'autres vont être restreintes à certains individus. Il y a aussi la connectivité aux données, la sécurité. Donc, on va établir un chemin vers toutes les différentes sources et que ce chemin-là soit contrôlé en termes de sécurité. On ne doit pas permettre à n'importe qui d'accéder à la donnée ou d'accéder directement à la source qui est la base de données, parce que c'est notre donnée brute. Donc, notre donnée brute, on va vouloir la contrôler, la raffiner, et ce qu'on va ramener dans le modèle, c'est une donnée plus propre. Donc, c'est là qu'on intervient dans cette connectivité-là, ce raffinement de données-là. Donc, voilà, c'est l'étape de la gouvernance et la sécurité. C'est une grande question, là, mais raffiner la donnée là, dans le cadre du gouvernement puis du tableau de bord, là, ça a dû être assez colossal comme expérience. Je lève mon chapeau à l'équipe qui a fait ça. Oui, ça devait être colossal. On voit toutes les régions du Québec qui sûrement ne mesuraient pas tous de la même façon ou peut-être même avec des outils différents. Ce n'est pas tout le monde qui devait avoir les mêmes outils. Donc, ils ont dû connecter différentes sources de différentes natures et arriver à un indicateur commun à toutes les régions, tous les hôpitaux. Ça devait être un défi colossal, oui, de normaliser tout ça. Donc, plus l'organisation est grande, puis plus l'organisation est grande et couvre différentes régions, différents types de services, on augmente la complexité là, ici. Là. Tout à fait, tout à fait. Donc, si on augmente le nombre de produits, le nombre de services, le nombre de régions, le nombre d'usines, si on parle d'usines, le nombre de machines, de pièces, tout ça va augmenter la complexité. De là, l'importance d'avoir un bon modèle de données. Si on a défini un beau modèle de données, quand on va penser à une entreprise qui fait des acquisitions, l'entreprise qui est acquise, on va partir avec les données qu'elles ont et on va les transformer pour qu'elles puissent entrer correctement dans le modèle établi de l'entreprise qui acquiert. Donc, l'entreprise qui acquiert n'a pas à changer son modèle à chaque acquisition. Elle a son modèle et adapte l'entreprise nouvellement acquis, dans son modèle. Donc, un bon modèle de données va survivre les systèmes ou va être au-delà des systèmes établis. Quand on parle des systèmes, c'est les différents types de systèmes comptables, des différents ERP et autres. Super, merci Stéphane. Très clair. Déploiement des indicateurs, donc un peu quand on arrive un peu à la ligne finale, là, à la fin d'un marathon. Parlez-nous un peu des indicateurs, déploiement des indicateurs. Donc, à ce niveau-là, comme la première étape de la grande finalité, effectivement, ça va être de déterminer quelle visualisation est la plus adéquate pour chacun des indicateurs qu'on a identifiés. Après avoir fait cet élément-là, on va être prêt à débuter dans l'outil. Donc, tout le travail qu'on a fait préalablement va nous permettre d'être très efficace, rendu live, là, finalement, dans l'outil pour créer les mesures, les visualisations qu'on a déterminées et en arriver à un tableau de bord là, complet par rapport à ce qu'on a établi. Donc, à partir de ce moment-là, on va être prêt à publier notre tableau de bord. Donc, il faut être ouvert et aller chercher aussi les commentaires pour pouvoir s'ajuster, améliorer, tout ça, pour s'assurer que ce qu'on a livré répond vraiment bien aux besoins du client, qu'il soit client interne ou client externe là, de notre côté. Donc, tout ça aussi doit s'accompagner par une bonne gestion du changement. Donc, comme je le disais comme je le disais au début de la présentation, plutôt on implique les employés. Donc, on risque d'avoir une gestion de changement qui va être plus facile, puis aussi de conclure là, ce projet-là par un succès. Donc, si on va dans le document du gouvernement, donc justement, on voit, on parlait de... Oui, on est là. On était là. Excusez-moi. On était là.
ne collabore pas bien cet après-midi. On va y aller à la mitaine, excusez-moi. La bonne vieille méthode. Ben oui. Voilà. Donc, si on a les filtres par région, donc c'est intéressant de pouvoir justement adapter nos tableaux de bord en fonction de différents affichages. Fait que ça, c'est un élément qui va avoir été déterminé au préalable là, avant de rentrer dans l'outil. Donc, ça nous permet de voir, c'est ça, l'ensemble des régions, mais aussi d'aller un peu plus filtrer là, en détail. Aussi, ben là, on voit beaucoup de tuiles que j'appellerais, là, donc vraiment des petits carreaux avec une information précise. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'effectivement, on recherche tout le temps d'avoir un peu des indicateurs de base là, qui montrent les faits saillants, qui accrochent l'œil, puis justement avec des couleurs, tout ça. Donc, on voit tout de suite où sont les problématiques. Mais dans d'autres onglets, on voit des visualisations qui sont un peu plus graphiques. Donc, on peut jouer là, justement avec les différents choix que nous offre Power BI. Puis c'est sûr que ces choix-là doivent être bien établis là, en fonction de ce qu'on veut démontrer dans l'indicateur. Donc, Isabelle, on a plusieurs options d'indicateurs. Ça doit devenir un défi là, de choisir le bon indicateur pour que l'audience, donc les personnes pour qui cet indicateur-là est dédié, comprennent bien ce qu'on veut mesurer, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui, donc c'est pour ça que dans le fond, au départ, en établissant les objectifs, puis vraiment le besoin qu'on recherche, on risque plus facilement d'arriver précisément à un indicateur qui va être parlant puis qui va nous permettre là, de déterminer des améliorations, des actions à prendre là, pour arriver à nos fins. Puis, il y a quand même, moi j'admire ce qu'ils ont fait. On voit clairement que c'est du Power BI qu'ils ont utilisé. Ils l'ont laissé ouvert à tous, donc les gens peuvent naviguer. Ça apporte un élément de transparence. De plus en plus, bon, au fil des années, les médias sociaux ont comme ouvert ça, la transparence. Là, on voit maintenant que les compagnies commencent à s'ouvrir ou même les ministères sur plus de transparence. Au-delà du jugement, ce qu'on veut, c'est s'améliorer. Donc, que l'indicateur soit joli ou pas, c'est pas important. On a tous des choses à améliorer et le fait de les identifier, c'est déjà un bon départ. Donc, c'est très bien pour le ministère d'avoir osé présenter des choses incomplètes, présenter des choses qui n'étaient peut-être pas au niveau de leurs attentes, mais au moins on a quelque chose. Et en entreprise, c'est le genre de chemin qu'on va préconiser. C'est ça, c'est à partir du moment aussi qu'on tombe plus proche de notre cible, c'est important aussi de récompenser ou de souligner finalement les succès. Parce que quand on voit justement un grand chantier comme ça, il y a beaucoup, beaucoup d'indicateurs, mais c'est important de cibler les plus pertinents puis de justement le souligner là, quand que, la cible est atteinte ou quand il y a un résultat plus intéressant, satisfaisant. Super, merci. Continuons, on retourne à l'ancienne dans notre PowerPoint avec qui sont les acteurs de ce type de projet. Puis avant de débuter cette section-là, je vous rappelle, là, je me sens un petit peu comme un animateur radio. Envoyez-nous vos questions. On a un petit enjeu technologique cet après-midi sur l'onglet des questions et réponses. C'est par courriel à l'ancienne que ça se passe, me.ducharme@mssolutions.ca. Donc, si on parle un peu des ressources impliquées, l'équipe de projet, du niveau de l'entreprise qui veut adhérer à Power BI, la haute direction doit être impliquée. Hein? Si la haute direction adhère et que les consignes viennent du haut, alors les membres de l'organisation risquent beaucoup plus de collaborer. Aussi, c'est eux qui vont nous aider à déterminer les objectifs visés avec tout ça. Donc, ça nous prend une participation de la haute direction. Il y a un responsable BI également qui doit être identifié et y consacrer du temps. Et l'équipe TI doit également faire partie du succès pour y dédier certaines ressources, donner certains accès également, puis collaborer avec l'équipe de projet de façon étroite. Si on regarde du côté de Mallette, Isabelle, qui est impliqué dans un projet d'implantation d'intelligence d'affaires? Oui, donc notre équipe va se composer d'un conseiller stratégique, d'un chargé de projet et d'un analyste de données. Donc, du côté de Mallette, on peut vous accompagner dans la détermination de vos objectifs stratégiques, vos objectifs opérationnels.
dans la documentation des indicateurs, puis aussi pour les déterminer. Donc, autant la documentation que pour les déterminer, et aussi de valider la qualité de la donnée. Donc, comme on le disait plus tôt, c'est vraiment primordial cet élément-là pour s'assurer qu'on a des indicateurs pertinents. Et aussi, on peut vous accompagner dans l'implantation, le déploiement du tableau de bord dans votre organisation. Super. Du côté d'MS Solutions, Stéphane. Donc, du côté d'MS Solutions, on va impliquer un spécialiste BI, donc une personne qui a une bonne connaissance de l'environnement Power BI. Je vais répéter ça, un spécialiste Power BI. C'est vraiment Power BI. Donc, on a une bonne connaissance de cet environnement, bien sûr. Ça fait partie de l'écosystème Microsoft 365. Et on va expliquer souvent la personne qui va être nommée spécialiste BI dans l'entreprise, ou plutôt responsable BI dans l'entreprise, n'a pas toujours une connaissance du Power BI. Donc, on va l'aider à faire des parallèles, à comprendre le chemin que la donnée prend, à comprendre la portée de ses actions. Donc, c'est spécialiste Power BI, qui va faire ça. Il y a aussi une expertise TI. C'est très difficile de savoir quelle base de données on va devoir connecter, dans quel environnement on va œuvrer. Donc, l'expert TI va varier en fonction de à quelle connectivité on fait face. C'est pour ça qu'on a plusieurs ressources à l'interne qui peuvent aider dans différentes situations. Donc, ce sont les deux grands rôles chez nous offerts par MS Solutions. Donc, pour faire un peu de pouce là, sur ton lapsus, Stéphane, entre le spécialiste BI et le spécialiste Power BI, dans le fond, un spécialiste BI serait un spécialiste en intelligence d'affaires, donc qui maîtrise le sujet de l'intelligence d'affaires. Le spécialiste Power BI, ce serait un spécialiste du logiciel, notamment Power BI, ou qui combinerait les deux, là, le logiciel et l'intelligence d'affaires, parce que la différence, c'est que Power BI, c'est le logiciel de Microsoft. Et BI, c'est l'expression qu'on utilise pour intelligence d'affaires, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Tout à fait. Je n'aurais pas pu dire mieux. Bien sûr, il existe d'autres applications telles que Tableau, qui est le plus grand compétiteur et connu depuis plus longtemps que Power BI, qui est la solution Microsoft. Étant une firme Microsoft, nous avons choisi Power BI pour se spécialiser. C'est normal, ça va de soi. Parfait, super. Alors, on passe aux questions. On a quelques questions pour vous cet après-midi. Gênez-vous pas si vous en avez. Ce n'est pas un frein. Vous m'envoyez un petit courriel puis on va y répondre très rapidement. Donc, on a une première question qui vient d'Hélène. Alors, Hélène nous demande comment faire une fois implanté pour m'assurer que mes gestionnaires utiliseront les tableaux de bord et que ce ne sera pas inutile sur le long terme. Donc, qui se lance pour répondre à cette question-là? Comme on le disait, tu l'avais mentionné, Marie-Ève, un peu plus tôt, donc c'est important que la haute direction soit impliquée dès le départ, puis aussi qu'ils montrent l'exemple, donc que s'assure que dans les réunions, dans les discussions, ça devienne un peu naturel de toujours se ramener aux indicateurs. Comme ça, c'est ça va forger un peu les habitudes là, de se référer à cette information-là qui a été établie. Parfait. Alors, on a aussi une question de Pierre. Pierre nous demande si le résumé de cette présentation sera disponible en ligne, PowerPoint ou autre. Oui, bien sûr, il y a un enregistrement qui va être disponible sur le site de MS Solutions. Si vous en voulez une copie, vous m'écrivez et je vais vous envoyer le lien avec plaisir. Prochaine question qui nous vient de l'audience. On a Marc qui nous demande si je n'ai pas de responsable BI à l'interne, puis-je quand même penser implanter l'intelligence d'affaires? Je la dirige vers toi, Stéphane, celle-là. C'est bien. Oui, c'est possible d'implanter l'intelligence d'affaires sans avoir un responsable à l'interne. Cependant, pour deux raisons. Pour la durée du projet, on a besoin d'une ressource qui est clairement identifiée comme étant le responsable BI, la personne qui va au sein de l'entreprise aider aux communications, aider à colliger les données, l'information et nous appuyer dans notre démarche. Ce responsable-là, par la suite, va souvent continuer à faire vivre et va devenir la référence à l'interne de l'entreprise. Selon la grandeur de votre entreprise, l'ampleur, ce n'est pas obligatoire d'avoir une personne dédiée à temps plein. Quelqu'un doit cependant prendre le chapeau de ce rôle-là. Super, merci Stéphane. Dernière petite question qu'on a du public. Donc, quel type de licence ai-je besoin pour accéder à Power BI?
Je pense que c'est à toi, Stéphane, celle-là aussi. On va reprendre ça. Oui, si on parle de licence, bien sûr, c'est obligatoire d'avoir une licence pour accéder à Power BI. Il existe des versions d'essai qui vont durer 30 ou 60 jours dans l'environnement en ligne. Il y a une application desktop qui est gratuite pour toujours sur votre ordinateur. Mais c'est vraiment juste pour faire de la conception. Si on veut vraiment aller vers une implantation BI, on ne restera pas avec l'application gratuite. On doit vraiment aller en ligne. Et là, on va doter de la licence Power BI Pro les utilisateurs auxquels on désire offrir l'opportunité soit de créer des rapports, de consulter des rapports, ou travailler avec les rapports qui auront été créés. Donc, on a besoin de cette licence-là. La licence, il y a d'autres licences, comme la licence entreprise E5, inclut déjà Power BI Pro. Donc, s'il y a des gens qui ont la E5, bon, c'est inclus. Super, merci Stéphane. Ça fait le tour de nos questions pour cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci énormément Isabelle. J'espère que tu as apprécié ton expérience avec nous. Oui. Ça a été un honneur de t'avoir avec nous. On forme une super équipe. Stéphane et toi travaillez super bien ensemble. Donc, il va peut-être avoir des chanceux à l'écoute qui vont avoir besoin de plus d'informations. N'hésitez pas à communiquer avec nous. On va vous mettre en contact avec Isabelle. Merci beaucoup Isabelle. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de faire ça. Merci. Merci Stéphane pour ton habituelle collaboration. Puis je pense qu'on se revoit peut-être dans 2 semaines pour notre prochain webinaire sur Microsoft List, si je ne me trompe pas. Peut-être. Peut-être. Parfait. À suivre. Merci tout le monde. Bonne fin de jeudi après-midi. Puis on se revoit bientôt pour un prochain webinaire.